Bienvenue à tous. Nous attendons quelques autres personnes nous joindre dans les 2 prochaines minutes et nous allons démarrer. C'est bon? Bienvenue à tous, à toutes et à tous. Je suis Véronique Decotter. Je suis une Mauricienne basée actuellement à Johannesburg. Ça fait déjà 17 ans. Et avant, j'avais passé 5 ans en Angleterre. C'est un réel honneur pour moi de vous accueillir à notre premier webinaire du Board of Good et dont le thème aujourd'hui est « Mieux faire entendre nos voix ». Que veut dire mieux faire entendre nos voix? Nous avons vu pendant la crise avec le Covid et tout, que avec le monde confiné, les droits des femmes ont régressé. Avant de faire ce webinaire, j'ai commencé à faire quelques recherches et j'ai vu, par exemple, sur le rapport des Nations Unies, le World Economic Forum, le rapport de mars 2021, sur une étude de 156 pays, en termes de pays africains, en termes d'ordre, le 6e pays est la Namibie, le 7e pays est le Rwanda, le 18e pays est l'Afrique du Sud, le 32e pays est le Mozambique et Maurice se trouve à la 110e place en termes du Global Gender Gap. Okay? Donc, il nous faut vraiment faire entendre nos voix. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de nos femmes leaders. Donc, nous avons avec nous Samira Chotton, Nathalie Vénis et Vanessa de Spéville. Bienvenue à tout le monde. Donc, pour commencer, j'aimerais entendre de vous que veut dire faire entendre sa voix. Samira, par exemple, qui est entrepreneuse, femme entrepreneur et aussi membre de l'association des femmes chefs d'entreprise. Pourquoi est-ce difficile de faire entendre ta voix? Salut tout le monde, merci Véronique. Alors déjà, pour répondre à ta question, pour moi, je trouve que, surtout à Maurice, on n'a pas la plateforme convenable pour pouvoir faire, nous, les femmes, entendre notre voix. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, bien sûr, il faut avoir les outils qu'il faut. Et aussi, moi, je pense, des fois, c'est la famille, des fois, qui te bloque. Si je pense dans une perspective personnelle, ça peut être la famille. Ça peut être aussi, quand je le prends pour moi au début de ma carrière, donc ça, c'était un manque de confiance. Mais arrivé à ce jour, tu vois déjà qu'il y a certains points ou certains endroits ou certaines personnes que tu rencontres, tu vois que ces personnes-là sont un petit peu, tu penses que ces personnes sont plus calées que toi, sont plus grandes que toi, donc toi, tu te sens petit. Donc, c'est possiblement, donc pour moi, c'est ça qui me fait déjà reculer et pas vraiment faire entendre ma voix. OK. Et Nathalie, toi, tu es un passionate leader, comme tu te décris. Donc, pourquoi, de ton côté, c'est difficile de faire entendre ta voix? Déjà, bonsoir tout le monde, ravie d'être avec vous. Pourquoi c'est difficile? En fait, ce n'est pas difficile aujourd'hui. C'était difficile dans la passée et j'ai dû apprendre beaucoup, je pense. Mais ça a commencé, je pense, avec déjà déterminer pourquoi c'est important pour moi de faire entendre ma voix. Et pour moi, c'est vraiment une question, déjà que je n'ai jamais été du genre d'être
quelqu'une spectatrice silencieuse, mais plutôt une participante active. Et quand je dis faire entendre ma voix, l'importance pour moi, c'est pas de faire du bruit, mais d'essayer d'ajouter quelque chose à la discussion. Et j'ai aussi ce sens profond de la responsabilité de défendre l'égalité et l'équité dans la société en général. Après tout, je pense que moi, en étant femme, nous les femmes, on représente la moitié de la population. Ça fait beaucoup de gens qui consomment chacun des biens et des services, tout comme les hommes. Probablement encore plus, parce que n'oublions pas que dans les familles, 9 fois sur 10, c'est la femme qui décide à quelle marque on va acheter, comment on va dépenser notre argent. Et je dis 9 fois sur 10 parce qu'on est bien gentil. En général, on laisse le choix de la voiture avec notre bonhomme, mais sinon, pour la plupart du temps, c'est quand même la femme qui décide. Et moi, je me suis dit, si pendant des décennies, on fait confiance aux femmes de prendre en charge une famille qui est un peu quand même aussi diriger une société. Il y a la vision à communiquer, tu dois faire face quotidiennement à une organisation complexe avec beaucoup de multitâches, tu as un budget à respecter, tu dois être un peu un expert en tout, enfin, etc. Donc, si on fait confiance aux femmes de diriger une famille, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas non plus faire confiance aux femmes de gérer une société. Et c'est pour cela que pour moi, c'est important de jouer pleinement mon rôle comme citoyen, comme personne responsable, et donc de faire entendre ma voix. Et toi, Vanessa, qui est une spécialiste en communication, pourquoi tu penses que ta voix, c'est difficile de faire entendre ta voix? Bon, d'abord, merci de m'avoir invitée. Merci pour ce séminaire. Non, moi, je voulais dire qu'en fait, je pense que déjà, avant de faire entendre sa voix, il faut déjà comprendre quelle est sa voix et la trouver déjà, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et en fait, les femmes sont aussi, font les frais aussi de beaucoup de préjugés et qui s'imposent à elles-mêmes, en fait. Donc, elles se disent que typiquement, c'est pas ma place, donc c'est même pas la peine que j'essaie de poser ma voix sur quelque chose ou en tout cas de faire entendre ma voix parce que je sais même pas, en fait, qu'est-ce que je pense vraiment de cette situation-là parce que c'est pas forcément... Ce que j'ai à dire n'est pas forcément bon à entendre ou alors c'est pas ma place ou enfin, il y a 1000 choses qui se construisent et il y a beaucoup de préjugés qu'on transporte avec nous dès notre naissance et qui sont bel et bien présents au moment où on rentre sur le marché du travail. Et pour moi, la plus grande difficulté, c'était de se dire déjà, qu'est-ce que je pense vraiment et quelle est ma voix avant de pouvoir la faire entendre. Donc, et mon plus grand problème, ça a été vraiment ça a été moi-même, en fait. Ça a été toutes les barrières que j'ai pu me poser moi-même parce que j'étais quand même entourée de gens tout au long de ma carrière qui étaient relativement bienveillants. Je n'ai pas eu de moment où je me suis dit, franchement, lui, il est complètement misogyne ou lui, ça n'a pas forcément été le cas pour moi. Mais mon plus grand problème, c'était moi-même, parce que j'arrêtais pas de me dire au fond de moi, cette petite voix qui me disait c'est pas pour toi, de toute façon, écoute, et ce que tu as à dire, c'est pas forcément plus intéressant, tu n'y connais pas forcément plus que les autres, etc., etc. Donc, c'est une lutte perpétuelle en permanence contre soi-même, en fait, plus que contre les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense que c'est statistiquement, je pense que je ne suis pas forcément la seule. Ces préjugés-là, c'est des préjugés qui sont construits aussi bien pour les hommes, mais c'est pour les femmes aussi. Enfin, on grandit avec ça. Donc, ce que j'entends de Vanessa et de Samira, c'est plus un genre de building le self-confidence as a woman, non? Dans le sens d'avoir plus de confiance en soi pour affronter des situations et aussi pour mettre son opinion out there, non? Oui, je sais pas. Moi, je peux répondre pour moi, Samira, vas-y. Oui, c'est bon. Je pense, moi aussi, quand j'écoute Vanessa parler, on est presque dans la même ligne de pensée. Tu vois, donc déjà, comme Vanessa te dit, il faut se connaître nous-mêmes, mais des fois, quand on croit se connaître,
nous-mêmes, mais c'est après c'est à fil des expériences, fil des années que tu comprends, ben, effectivement, ben, c'est comme on l'a dit, c'était un manque de confiance, c'est la peur que tu as déjà. Donc, comme on dit, on pense trop aux gens autour de nous. Donc, on pense que oui, on essaie de parler, mais après, tu te recules, tu dis, ben oui, les autres pensent comme ça, ben, toi, si tu vas rajouter, ben, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Donc, c'est pour ça que là, tu prends le recul. Donc, je pense que oui, ce que Vanessa a dit, ben, ce que j'ai dit aussi au début, ça rejoint un petit peu les pareils. OK. Et j'aimerais vous demander, par exemple, je sais par exemple que Nathalie est déjà dans des fonctions de directrice sur certains boards à Maurice. Samira aussi a été sur des boards à la Mauritius Institute of Directors. Quels ont été les challenges que vous rencontrez, mesdames, au niveau des boards que vous côtoyez? Est-ce que, par exemple, c'est facile de trouver, d'être recruté pour un board? Est-ce que c'est un processus compliqué? Et maintenant, quand vous êtes aussi présent dans les boards, comment ça se passe? Est-ce que, Alors, en termes de la composition homme-femme aussi? Juste pour rectifier, Véronique, je ne suis pas sur le board MIED, je n'ai jamais été. Non, tu étais secrétaire, c'est ça? Non, ce n'est pas MIED, donc je suis dans une association. Non, c'est juste pour rectifier, mais je pense que Nathalie sera là. Non, c'est bon, ça arrive, c'est bon. Mais quand on parle Board of Goods, ben oui, on essaye de mettre les pieds sur les boards, mais c'est bon. Je pense que Nathalie sera la meilleure personne à te répondre dessus. OK. Oui, bah, pour répondre à ta question, je pense que tout a changé pour moi le jour que j'ai décidé que c'était tout à fait possible déjà. C'est comme un peu comme Vanessa dit, c'est nous-mêmes en fait. Pour moi aussi, c'était comme ça. Le plus grand défi ou le pire ennemi que j'ai rencontré, c'était en fait moi-même. Moi, je n'ai jamais fait des études, par exemple. Disons que quand j'étais jeune, j'avais d'autres priorités. Et donc, j'ai quitté l'école à 18 ans, après mon bac, et j'ai commencé à travailler. Et le fait que je n'ai pas fait des études, ça a alimenté quand même mon sens d'infériorité que j'avais déjà parce que j'ai grandi aux Pays-Bas, dans un tout petit village où nous, on était les premières personnes de couleur. Donc, déjà, j'étais mal à l'aise, quoi. Je me sentais déjà pas... enfin, il me manquait quand même pas mal de confiance. Ensuite, j'ai toujours travaillé dans des secteurs dominés par des hommes. Ce qui veut dire que j'étais entourée par des personnes qui pétaient la confiance. Et cette confiance, moi, je l'ai pris pour connaissance. Et comme je n'ai pas fait des études et je ne voulais pas paraître ignorante, donc je me taisais. Et pour ne rien arranger, en plus, j'avais un oncle qui lui-même, il était manager et qui m'a martelé tellement de fois que j'étais trop mou, j'étais trop douce, que le monde du travail est cruel et dur et qu'il fallait m'endurcir si je voulais avancer. Et j'ai lutté vraiment avec cela parce que c'était tout simplement pas moi. Et attention d'ailleurs, je pense que ce même problème, certains hommes les connaissent aussi. Les hommes dont on dit ils sont un peu mous, hein, ou ils parlent pas beaucoup. Et on prend ce silence pour ne pas avoir confiance et donc pas leadership material. Donc, je pense que déjà, ça commence avec cette bias thinking, qu'un leader est forcément quelqu'un de confiante, quoi. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. Plutôt, c'est nécessaire d'oser d'être authentique, d'être toi-même et savoir t'exprimer. Donc, c'est ça que, en fait, le jour que ça a changé pour moi, c'est quand je suis tombée un jour sur une femme PDG. Elle était clairement à l'aise avec sa féminité. Elle paraissait très calme, elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle parlait, elle faisait vraiment, ses paroles avaient des substances, quoi. Les gens se taisaient, ils écoutaient. Et en plus, ce que j'ai remarqué avec elle, elle posait énormément de questions. Et moi, je me suis dit, elle est pourtant la dirigeante et elle a autant de questions. Et c'est là où j'ai appris que plus important de connaître toutes les réponses, c'est en fait savoir quelles questions à poser. Et donc, c'est en fait, une fois que j'ai vu un exemple, parce que souvent c'est comme ça, une fois que tu as un role model où tu vois quelque chose que tu dis, waouh, ça, je veux ça. Et elle,
elle était ça pour moi. Elle était quelqu'un de, comme j'ai dit, rien de flamboyante, hein, mais tout authentique. Et je me suis dit, si elle le peut, ben, je ne vois pas pourquoi moi, je ne le peux pas. Moi aussi, j'ai évolué dans un monde assez masculin avec les télécoms. Il n'y avait pas beaucoup de femmes aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons très, très challenging, dans le sens qui te donnaient des projets et ça te challengeait à grandir aussi. Et je pense que si la personne aussi te montre qu'il te fait confiance, qu'elle soit il ou elle, te fait confiance pour prendre le projet et apprendre et t'épanouir, je pense que ça aide aussi à l'évolution du professionnel en général. OK. Et donc, maintenant, j'aimerais peut-être vous poser des questions au niveau, quels étaient les challenges que vous avez rencontrés? Bon, vous avez mentionné quelques exemples, mais quels étaient les challenges que vous avez rencontrés au long de votre carrière? Qui veut commencer? Vanessa? Oui. Alors, ma carrière était un peu atypique parce que moi, je me suis arrêtée de travailler pendant quelques années parce que j'ai eu beaucoup d'enfants en très peu de temps. Du coup, je n'arrivais plus à gérer la vie de famille et la vie professionnelle. Et ça a été quand même une période assez difficile pour moi, enfin, professionnellement, j'ai envie de dire, parce que, bon, à la fois, je savais pourquoi je faisais les choses et que, franchement, j'avais plus aucune énergie à consacrer à autre chose qu'à ma famille. Mais le retour au travail, ben, quand déjà on part avec une base de confiance en soi qui n'est pas forcément hyper solide, reprendre après 3 ou 4 ans d'arrêt complet, c'est pas chose facile. Ça, je peux vous assurer, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que moi, je pense souvent à tous ces gens qui militent pour des congés maternité qui sont hyper longs et tout ça. C'est vrai que c'est important. Mais autant faut-il qu'en face, on soit capable de s'adapter aussi que l'entreprise, on puisse récupérer la mère quand elle revient d'un congé maternité dans des bonnes conditions. Parce que quand on revient d'un congé maternité, plus il est long et plus c'est difficile de revenir. Plus on pense que c'est plus sa place, plus on pense que le fossé s'est creusé et que franchement, là, il est beaucoup trop tard. Le train, il est parti sans nous et il y a énormément de choses qui se sont passées. On ne reconnaît plus forcément le monde du travail tel qu'on l'avait laissé avant. Et c'est extrêmement difficile de se rejeter à l'eau. Enfin, moi, ça a duré 3 ans et demi, mais même les longs congés maternité ou même les congés maternité de 12 ou 14 semaines, on voit dans les statistiques, dès que la femme reprend son travail, il y a il y a quelque chose qui se passe en général. Alors, quelque chose qui se passe qui fait que elle ose moins. Elle ose moins demander des augmentations de salaire. Elle ose moins postuler pour des postes à responsabilité. Elle ose moins. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, je veux dire, c'est reconnu. Donc, je pense que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer parce que c'est pas neutre dans la vie d'une femme, mais c'est pas neutre dans la vie d'un homme aussi. Déjà, la première chose à faire, c'est de reconnaître le fait que le père aussi a un rôle à jouer dans une vie de famille et que, bon, déjà, nous, enfin, c'est ce qu'on a fait là récemment à la MCB, mais je pense que c'est hyper important que l'entreprise puisse reconnaître un congé parental qui soit aussi bien pour l'homme que pour la femme, parce qu'au final, plus on donne des congés maternité à la femme et plus le gap se creuse et plus les choses sont, c'est plus compliqué encore, pour les raisons qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, de confiance en soi. Donc, pour répondre à ta question, Véronique, sur la partie, sur ma carrière, je pense que ça a été extrêmement compliqué de se remettre en selle. Encore une fois, pour des raisons de confiance en soi. Je pense que ce plafond de verre dont on parlait tout à l'heure, qu'on évoquait entre les lignes tout à l'heure, il est évidemment co-construit par la femme. Et donc, c'est nous-mêmes, pas que, évidemment, hein, plein d'autres choses, des préjugés, l'entreprise, enfin, plein de choses. Mais je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité dedans et que moi, pour ma part, en tout cas, ça a été la période la plus difficile, ça a été de concilier ma vie de famille avec ma vie professionnelle. Et pour ça, clairement, ça rend les choses un peu plus compliquées pour l'homme, hein, pour le père de famille, parce que lui, il faut que
c'était quand même plus cool avant. Mais c'est comme ça. Donc, il faut aussi que ce soit... pour moi, en tout cas, ça a été extrêmement important d'être bien entourée par mon mari, par mes proches et aussi par des femmes leaders ou des gens avec qui... Parce il y a tellement un gros manque de confiance qu'en fait, ce qui est hyper important, c'est d'arriver à avoir un réseau, de s'appuyer sur des gens et qui vous font gagner en confiance, qui échangent et finalement on se rend compte qu'on a en fait les mêmes préoccupations et ça donne de l'énergie. Et voilà. Mais le monde du travail aussi a évolué parce que je pense que maintenant, on entend tous parler du digital transformation, il y a beaucoup plus de... le speed auquel on travaille a tellement évolué aussi que parfois ça ajoute aussi de la pression sur quand tu as des problèmes de réintégration, si je peux mettre ça comme ça, après un long congé. Mais en même temps aussi, maintenant, tu as beaucoup d'outils où tu peux plus facilement, je crois, si la société est plus digitale aussi. Je pense que ça aide aussi de manière du style du working from home, même si tu veux réduire ton congé de maternité. Bon, c'est un autre débat, mais je veux dire, il y a d'autres idées que la société devrait prendre en considération pour évoluer aussi. Dessus, juste pour finir dessus, je pense que oui, effectivement, il y a plein d'outils qui s'appliquent d'ailleurs autant aux femmes qu'aux hommes. Encore une fois, ce n'est pas une question de, je veux dire, gérer sa famille et travailler en même temps. C'est autant l'affaire des hommes que des femmes. Et ça, l'entreprise doit le reconnaître. Ça, c'est évident. Après, moi, je suis quand même un peu sceptique sur toutes ces... l'efficacité des 4/5e, des outils, des work from home, on peut très facilement atteindre un seuil de burn-out complet parce qu'il n'y a plus aucune rupture entre aucune sphère. Et on a tellement d'informations à process en très, très peu de temps. Du coup, notre cerveau éclate. Et de temps en temps, il est plus facile de venir au bureau, enfin, en tout cas pour ma part, de passer ma journée avec un seul focus et après rentrer chez moi et vivre une deuxième journée. Mais d'entremêler tout n'est pas forcément hyper... c'est peut-être, on peut le voir comme une certaine flexibilité, mais on est quand même assez prisonnier de deux mondes et au final, on n'est pas forcément hyper bien focus sur un sujet. On mélange tout en même temps et c'est pas forcément hyper positif. Et Samira, les challenges que tu as rencontrés? Alors, pour moi, c'est vraiment des challenges. Donc, pour moi, je vais te dire aussi que les challenges m'ont aidé à grandir. Donc, c'était des bons et des mauvais challenges aussi. Donc, déjà, quand j'avais terminé mes études, je me souviens, j'avais été on m'a offert un poste vraiment clé dans une entreprise, dans les top management, que je n'avais pas refusé parce que c'était un challenge à faire parce que j'ai fait mes études. Je dis non, you can do it, go for it. J'ai travaillé. Bien sûr, tu as la famille qui rentre dedans, il faut gérer. Quand tu es jeune, tu es dynamique, tu peux le faire. Mais arrivé à un certain moment, écoute, là, elle te dit, il faut avoir un enfant, il faut grandir la famille. Effectivement, donc, j'ai eu mon premier enfant. Et du coup, la compagnie qui grandit, il t'offre un autre poste clé. Pour pouvoir bénéficier de ce poste clé, il te dit il faut aller à l'extérieur, bien sûr, à l'étranger pour faire des trainings un petit peu plus approfondis. Et là, j'ai travaillé, comme tu dis, tu as travaillé avec un monde où il y a plein d'hommes autour de toi. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ces expériences avec les hommes autour de moi, mais il faut le faire. Samira, c'est un challenge pour pouvoir, bien sûr, avoir ce poste clé, pour pouvoir montrer à la famille, pour pouvoir soutenir aussi à la famille. Tu as un bébé, donc il faut déjà encadrer tout ça. Donc, j'ai pris le challenge, j'ai laissé mon bébé, donc elle n'avait pas encore 1 an. Donc, j'avais laissé ma fille ici, donc j'ai continué le travail. En retournant, effectivement, comme promis, tu as le poste qu'il te faut. Maintenant, comme toutes les boss qui te demandent, qui sont vraiment exigeants, donc dans le travail, il faut respecter, mais au fil des années, tu vois que it was too much. Donc, maintenant, c'est ta santé qui rentre en jeu. Et je me souviens très bien, donc j'attendais mon deuxième bébé, après j'ai fait une perte à cause de la santé et la pression du travail. Donc, j'ai dû arrêter de travailler.
Et je suis restée à la maison pendant 6 mois. J'ai dit, ben non, je peux pas rester tranquille, rien faire. Donc, je devrais faire quelque chose. Je ne pourrais pas rester tranquille. Donc, je suis une femme j'adore rencontrer les gens, j'aime parler, j'aime faire, j'aime travailler, donc tout le temps active. Ben, à cette époque, quand j'ai décidé de recommencer à travailler, ben, c'était difficile parce que toutes les applications que je faisais, ben, on n'avait pas de retour. Par chance, j'ai pu avoir un entretien dans une entreprise, mais ce n'était pas le job que moi, je voulais avoir. Ben, j'ai dû recommencer de bas d'échelle. Donc, pour sortir avec une paye de presque 30 000, j'ai dû commencer avec une paye presque de 12 000. Donc, c'était encore un grand challenge. Donc, mais je n'ai pas refusé, j'ai accepté. J'ai dit, OK, je fais avec. Donc, j'ai travaillé ben, en espérant, bien sûr, de pouvoir grandir dans la compagnie et avoir, bien sûr, le support de la compagnie à l'arrière. Et ben, du coup, la famille grandit encore. Donc, l'autre bébé qui arrive, tout s'est bien passé. Maintenant, tu arrives à ta congé maternité. Et du coup, voilà, tu te rattaches avec les enfants. Tu vois l'importance de maman et enfant, la famille et tout. Ben, je dis, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, on me propose, je dis, ben, écoute, demande à la compagnie au moins d'extendre ton congé de maternité. Ben, le demande a été fait. Bien sûr, on demande une extension avec without pay, comme on dit. Ben, c'était refusé. Donc, je dis, ben, sûrement, il y a une raison pourquoi c'est refusé. Donc, je n'ai pas voulu lutter. Je dis, ben, OK, ben, dans mes congés de maternité, dans les quelques semaines avant de reprendre, ben, j'ai donné ma lettre de démission. Donc, là, j'ai dit, ben, je vais arrêter de travailler, mais qu'est-ce que je vais faire par la suite? Mais je n'ai pas baissé le bras. Donc, tous ces challenges qui m'ont ramené dans mon carrière, c'est pour m'aider à grandir. Donc, c'est là que ben, j'ai travaillé un peu sur moi-même. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire. Ben là, du coup, c'est là que l'idée est venue d'ouvrir mon propre entreprise. Donc là, avec mon entreprise, bien sûr, tu grandis, tu apprends, bien sûr, tu as des difficultés vraiment qui viennent devant toi, mais avec les challenges que j'ai reçus, bien avant, après mes études, pendant les carrières, pendant les 2 travails que j'ai faits, ben, ça m'a aidé à grandir mon business. Ça m'a aussi aidé à avoir du temps avec la famille. Donc, aujourd'hui, je peux te dire que j'ai 2 entreprises que je suis la directrice. Je suis aussi, j'ai une autre entreprise petite en part-time que j'ai fait, mais en plus de ça, ben, j'ai du temps pour mes enfants. Donc, tout ça m'a aidé, comme je te dis, tu as bien dit, entrepreneur, oui, mais ça m'a aidé à surmonter. Donc, tout ce que j'ai vécu, les challenges, ça m'a aidé à surmonter. Mais tu as toujours ce petit frayeur qui te dit, fais attention, tu sais, tu as peur de pousser. Et là, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as le temps pour tes enfants, mais tu les guides aussi, ces enfants. Mais après, tu as peur, tu dis attention que non, ça va retomber sur tes enfants. Tu sais, tu as la famille qui est derrière toi. Des fois, quand tu as des réunions tard le soir, tu as des réunions online que tu fais, ben, ça décale un petit peu avec les enfants. Ben, heureusement, comme je te dis, tu as la famille qui t'aide, mais des fois, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui va te dire, ben oui, tu as le soutien, tu as le support qu'il faut, vas-y, fonce, Samira, mais tu as certaines personnes qui te calent. Mais avec les gens que j'ai autour de moi, avec les belles femmes que j'ai dans les associations qui m'aident beaucoup, ben, moi, je vais dire, ben, les challenges, ça m'a aidé à grandir. J'ai appris des leçons pour que je suis là aujourd'hui avec une femme entrepreneur, avec déjà 2 entreprises que je gère moi-même. J'ai des staffs qui travaillent. Donc, c'est 2 entreprises complètement différentes, 2 secteurs complètement différents. Mais comme je te dis, c'est des challenges qui te ramènent à pouvoir aller plus devant. OK. Et toi, Nathalie? Alors, moi, je dirais, mes challenges a été tout différent. Déjà, peut-être parce que moi, je n'ai pas des enfants, enfin, pas à moi-même. Pour moi, c'est plutôt que, comme je disais tout à l'heure, une fois que j'avais rencontré cette femme PDG et que j'ai eu ce déclic, si elle peut faire, moi, je peux le faire aussi. C'est pas pour autant que ça se faisait tout de suite, quoi. Parce que les femmes, il y a pleinement des femmes qualifiées. Les chiffres le montrent quand tu vois la pourcentage des filles qui font des études poussées, etc.
il y en a pleinement. Donc, le problème n'est pas là. Par contre, et donc, j'ai pas non plus je ne supporte pas non, enfin, je ne soutiens pas forcément non plus cette idée que d'un coup, il faut former les femmes pour accéder à des postes de direction parce que les hommes, ils sont arrivés aussi sans avoir une formation particulière là-dedans. Donc, pour moi, le challenge et ce qu'on doit vraiment faire, pour moi, c'est plutôt de changer notre bias thinking. On reste toujours, et quand je dis nous, c'est autant les hommes comme les femmes, on reste toujours dans les mêmes pensées. Quand on dit dirigeant, à quoi on pense? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que déjà on s'imagine? Power position, confiant, loud speaking, enfin, on a nos idées et on ne s'identifie pas forcément avec cette image. Donc déjà, il faut apprendre de lâcher prise de ces idées. Mais une fois que toi, tu es arrivé à faire cela, c'est pas non plus, ça ne veut pas toujours dire que d'un coup, le monde s'ouvre à toi. Il faut encore que tu rencontres ceux qui ont cette même idée et qui se fient pas forcément sur les attributs classiques quand on pense à une poste de dirigeant. Moi, j'ai eu la chance que j'ai rencontré quelqu'un qui voulait me donner la chance, même si je n'avais pas un MBA ou même si je n'avais pas cette confiance, enfin, tu vois, ce qu'on voit normalement, on va dire, mais qui a vu ma motivation, la façon que je regarde toujours les choses de plusieurs angles, que je calcule bien mes risques sans trop non plus traîner dessus, le fait que je communique bien, que je sais écouter. Enfin, il y a plein d'autres skills que je peux apporter qui fait que je pourrais être quand même une bonne dirigeante. Donc, j'ai eu cette opportunité et c'est à partir de là que ça a commencé à changer. Pourtant, aujourd'hui, je rencontre toujours des challenges parce que, par exemple, Board of Good qui vient de récemment lancer cette liste des femmes disponibles pour prendre une position comme, par exemple, Independent Director. Alors, on a vu à tel point la liste s'est remplie vite, hein, enfin, dans le sens qu'il y en a pas mal. Pourtant, ça ne veut dire, encore une fois, ça ne veut rien dire forcément si, quand une société décide qu'ils ont besoin d'une personne de plus sur leur board, qu'ils veulent même peut-être penser à une femme parce que, bon, il fallait bien qu'on fasse ce qu'il faut faire. On reste, oui, mais on reste toujours dans les mêmes pensées. Pas mal des sociétés à Maurice restera toujours des sociétés qui sont gérées par des experts comptables. C'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu es financially expert? Blablabla. Je n'en suis pas. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas que ça ne fait pas de moi un bon dirigeant. Donc, je pense que vraiment, plus que d'autres choses, parce qu'on a parlé des mesures pour les femmes pour faciliter l'accès à ces fonctions, on a parlé de change mindset, hein, de se débarrasser de cette bias thinking, mais je pense plus que tout, on a vraiment besoin de redéfinir c'est quoi leadership. Autant pour les hommes et pour les femmes, mais c'est quoi leadership? Qu'est-ce qu'on demande de notre personnel, de nos employés? Parce que j'entends beaucoup des histoires autour de moi et je viens d'entendre aussi de Vanessa et de Shamira. Parfois, on nous demande trop. Et est-ce que c'est... Donc, moi, je vois les gens qui s'essaient de plier dans tous les sens pour rentrer dans cette idée que c'est ça le monde du travail. Et moi, je dis, mais non. Et il faut donc, pour moi, c'est important de remettre ça à plat et de redéfinir c'est quoi diriger, c'est quoi être un bon leader et comment on crée des sociétés non seulement fortes et performantes, mais justes et un endroit où tout le monde peut s'épanouir. Et moi, personnellement, c'est ça ma lutte. C'est ça que moi, je m'engage
de faire en sorte qu'on a une meilleure qualité de leadership. Oui, plus de femmes, important, mais ce qui prime pour moi encore plus, c'est avoir, donc pas la quantité de femmes, mais plutôt la qualité de leadership. Ça, il faut qu'on augmente bien. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste rebondir sur le point au niveau de ce que tu as dit, au niveau des boards. C'est vrai qu'à Maurice et même à Johannesburg, quand tu regardes les applications pour les non-executive directors et independent directors, c'est souvent des requirements de CA, de comptabilité et tout. Et au fait, à Johannesburg, et surtout avec la pandémie de Covid, on a réalisé que finalement, les boards de directeurs, ça ne fonctionne plus comme c'était avant, où tu n'avais que des comptables et des spécialistes de legal et des choses comme ça, parce qu'au fait, le board doit être diversified en termes de skills, mais aussi en termes de gender. Et parce que le souci, c'est que quand tu as des situations comme la pandémie, il faut vraiment que tu aies des gens qui arrivent à think outside the box et ne pas faire le même topo qu'on a fait pendant les 10, 15 dernières années. Et quand la pandémie arrive, et tu vois qu'il y a plusieurs sociétés qui sont en faillite parce qu'il n'y a pas eu de succession planning, il n'y a pas eu où ils n'ont pas fait vraiment une évaluation du board. Est-ce que les directors sont vraiment capables de ce qu'ils sont en train de deliver vraiment sur les goods and everything else. OK. Donc, bref, l'autre chose aussi que je voulais demander, c'était, d'accord, on a eu le Board of Good, on aimerait toutes les filles être directrices potentiellement, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs et qu'on devrait aussi peut-être passer le message aux femmes entrepreneurs de penser à recruter aussi d'autres femmes pour les aider sur leur board et ne pas attendre qu'on soit recruté sur les boards masculins, mais un peu des deux, you know, a win-win situation. Donc, je voulais juste passer ce message. Donc, la dernière question que j'avais, c'était quel serait le takeaway, quel serait le message que vous aimeriez laisser pendant ce webinaire aux autres femmes ou aux autres entrepreneurs qui sont out there, qui aimeraient peut-être apprendre de vos expériences? À qui tu te poses la question d'abord? Nathalie. J'aurais dû me taire. Il faut savoir aussi utiliser sa voix, hein? Voilà. Et savoir quand est-ce qu'il faut se taire. Alors, pour moi, déjà, d'abord, toi-même. Je pense qu'il faut comprendre que, déjà, pour qu'on te remarque, il faut que tu ouvres ta bouche. Donc, c'est très important. Le jour que tu es invité dans des réunions, essaie de vraiment participer, utiliser ta voix, venir avec des idées, partager ce que tu as à dire, parce que si tu dis rien, tu risques à ne plus être invité. Les gens, en général, on te remarque quand tu participes, quand tu as des idées, quand tu as des questions, quand tu te montres intéressé. Donc déjà, il y a ça. Ça, c'est pour ouvrir déjà que les opportunités vont venir. Une fois que l'opportunité est là, trouve ton propre chemin. Essaye de ne pas copier ce que tu penses, mais juste essayer de rester vraiment dans l'authenticité et rester fidèle à toi-même. L'autre message que j'aimerais passer, et ça c'est plutôt peut-être des dirigeants qui nous écoutent là actuellement, je voulais passer le message que pour moi, je pense qu'il est important que ton board soit rempli avec des gens qui croient déjà dans ton business, dans ton produit, qui a une passion et qui vraiment, ils croient vraiment, voilà, c'est ça la mission de cette entreprise, c'est ça qu'on veut, et d'être vraiment derrière. Et que chacun de ces directeurs ramène alors le propre toolbox avec des skills. Et par pitié, fais en sorte qu'on n'apporte pas tous le même boîte d'outils. Parce qu'à ce moment-là, on risque quand même de rester vigé et
donne aussi une chance aux ceux qui ont peut-être un parcours atypique, mais regardent plutôt la personne et pas trop nom de famille, diplôme, etc., si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ça le message que j'aimerais passer à tous nos auditeurs. OK. Samira? Alors, moi, j'aurais dit déjà, je te parle de l'expérience que moi, en tant qu'entrepreneur, ben, il faut déjà être soi-même, OK? Il faut que tu sois toi-même, donc ça, c'est une chose. Et il ne faut jamais baisser les bras. Donc, il faut déjà foncer, oser. Donc, comme Nathalie te dit, donc il faut savoir parler quand il faut, bien sûr. Et malheureusement, Nathalie, tu as voulu parler en premier, donc ben, tant pis pour toi. Donc, il faut savoir oser. Donc, pour moi aussi, le mot rencontrer les gens, networking avec les gens, c'est important. Et c'est aussi important de s'éduquer, éduquer soi-même. Donc, on n'arrête pas de ça, on n'arrête pas d'apprendre. Donc, pour moi, si demain tu me dis, ben, écoute Samira, tu dois prendre quelqu'un chez toi ou quelqu'une chez toi, mais malheureusement, la personne concernée, ben, n'a pas de diplôme, il n'a pas de degré, ben, je dis, ben, la porte est grande ouverte. Donc, même si j'ai à traîner cette personne pour pouvoir entrer sur le marché du travail, pour pouvoir gagner de l'expérience, je le fais déjà. Donc, je le fais gratuitement pour ces jeunes qui veulent vraiment monter et ouvrir leur propre entreprise et être dans les entreprises. Donc, on ne regarde pas si la personne a les degrés, comme Nathalie dit. Moi-même, je n'étais pas brillante à l'école. Si j'ai pu aider, c'était grâce à mes parents, ben, les sous qui financent, ben, c'est sûr que tu apprends, mais ben, on n'est pas brillante, mais seulement on arrive. Donc, ne mets pas un cal, veut dire que je n'étais pas brillante à l'école, donc je ne peux pas venir comme ces autres femmes qui sont devant moi. Et aussi, ben, c'est ce que je dis, ça rejoint, c'est être un support pour les autres. Nous, les femmes, je pense qu'il faut bien savoir comment s'entraider. Il ne faut jamais voir qu'elle est un compétiteur, donc il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas parler. Ben non. Nous, ce qu'on fait, on a beaucoup de compétiteurs autour de nous. Donc, le but, c'est que tu peux avoir des compétiteurs, mais la qualité, la façon que toi, tu vas t'offrir ton service, ben, c'est différent. Donc, il ne faut jamais voir quelqu'un compétiteur. Donc, le compétiteur, c'est pour les mots quand tu utilises au terme du travail, bien sûr, il faut. Mais pour nous, personnellement, si on veut que les femmes arrivent, les femmes soient dans les boards, les femmes soient dans des situations, dans des fonctions très hautes, ben, il ne faut jamais caler les femmes. Donc, il faut déjà, comme je le dis, il faut avoir la plateforme. Donc, je remercie déjà cette plateforme qui nous donne la possibilité aujourd'hui de parler. Ben, les autres qui nous écoutent, ben, most welcome. Nous, la porte est ouverte. Ben, on est là, on share nos ideas. Ben, ça va nous aider aussi de grandir. Un petit peu, c'est tout. Donc, j'essaie d'englober tout. Merci. Merci. Vanessa? Oui, ben, je pense que Nathalie et Samira ont déjà parlé d'oser être soi-même, mais le vrai sujet, je pense, c'est aussi de se dire que les modèles de réussite et des dirigeants sont quand même hyper masculins. Quoi qu'on dise dans les grosses entreprises, en tout cas, c'est vraiment le cas. Donc, on a tendance tout de suite à vouloir être comme un homme. Et c'est en se disant, ben, malgré tout, c'est quand même comme ça qu'il faut être pour monter. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut, bon, déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, oser être soi-même et écouter cette voix et savoir la modeler et savoir avant de pouvoir l'exprimer. Et après, il faut se dire juste que, en fait, le sujet, c'est pas forcément, enfin, c'est le gender, mais c'est plus largement la diversité. Et c'est ça qui est important. Et au niveau des boards, je pense que c'est les diversités de background, comme disait Nathalie tout à l'heure, si on n'a que des experts comptables autour d'une table, ben, on va forcément avoir un peu le même moule, ou en tout cas le même prisme de réflexion. Donc, c'est des diversités de background, c'est des diversités de genre, et c'est tout ça qui fait que, mais ça, les statistiques sont là, hein, on montre bien que plus les boards sont diverses et plus l'entreprise performe. Mais juste un petit exemple, parce qu'en regardant un article tout à l'heure, je suis tombée sur une statistique qui me paraissait quand même extraordinaire. Je trouve qu'en Europe, sur les 600 plus grandes banques européennes, il y a quand même la moitié de ces banques-là qui n'ont aucune femme sur leur board de direction. Donc, je veux bien, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé de plafond de verre, etc. Ce plafond de verre-là, on le co-construit en tant que femme parce que souvent, on se l'impose à nous-mêmes. Mais l'entreprise a clairement son rôle à jouer. Il y a des choses qui sont complètement aberrantes et qui doivent être maîtrisées tout de suite.
les écarts de salaire, des choses qui sont complètement hallucinantes. À Maurice, on est dans l'ordre de à peu près 24% de salary gap entre les hommes et les femmes à poste égal à peu près. Donc, je veux dire, c'est juste inacceptable. Là, on parle de droits humains, c'est pas normal. Donc, il y a des choses il faut quand même que les entreprises, les grosses boîtes surtout, mettent de l'ordre chez eux sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet sérieux. Souvent, on se dit, ben là, on va faire des webinars ou alors on va faire des networks de femmes, on va parler j'ai envie de dire de Tupperware ou de je sais pas quoi, mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est un sujet vraiment sérieux et l'entreprise a vraiment intérêt à se préoccuper de ces sujets-là parce que c'est une question de performance financière au final. Hein. Plus on a de femmes dans des postes à responsabilité, plus l'entreprise performe. Et c'est au-delà de la femme, je pense que c'est de la diversité. Et voilà. Donc, Est-ce que vous pensez, par exemple, si malheureusement, souvent c'est comme ça que ça marche, c'est que il faut peut-être revoir la législation dans le sens qu'au lieu d'avoir une femme comme on a dans le Company Act, c'est peut-être avoir 50-50. Parce que le souci, c'est que si on ne force pas la chose, Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, pardon, Vanessa, vas-y. Non, juste pour réagir juste sur un truc, parce que c'est un sujet complètement tabou. Là, on touche un peu du doigt le sujet des quotas et qui fait frémir tout le monde et qui, effectivement, n'est pas très juste et pas fair parce qu'on se dit, ben, pourquoi je choisirais une femme juste parce que c'est une femme. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Mais moi, je suis quand même intimement convaincue, mais ça, c'est une conviction très personnelle, que sans quota, ou on peut l'appeler autrement, hein, parce que ce n'est pas très politiquement correct, on ne bougera pas d'un iota. Et dans 140 ans, je pense qu'on sera toujours pareil. Donc, moi, je crois qu'il faut mettre des quotas ou des targets ou tout ça pour des raisons sans discriminer les hommes. Hein. Après, il y a mille façons de le faire. Mais je crois que sur une période donnée, en tout cas, jusqu'à que l'entreprise atteigne une certaine maturité, il faut y aller un peu au forceps. Nathalie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que je suis d'accord avec Vanessa. C'est un sujet assez épineux. Pas facile, je trouve, parce que quelque part, j'ai envie de dire non, je ne veux pas des quotas parce que j'ai peur que ça va jouer contre les femmes parce que j'imagine que quand les sociétés sont forcées, obligées de mettre des femmes, il y a un risque qu'ils vont mettre n'importe qui. D'un coup, ces femmes ne vont peut-être pas bien performer. C'est français ça, performer? Enfin, et d'un coup, ils vont dire, ah, mais tu vois les femmes, c'est nul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais après, je trouve aussi que si on fait rien non plus, ben, comme Vanessa dit, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, je suis un peu entre les deux. Maintenant, je pense que finalement, je me suis dit, oui, c'est bien, mais d'abord, assurons-nous que il y a le juste contexte, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ceux qui veulent, parce que pas toutes les femmes veulent être un leader non plus, hein, mais ceux qui veulent, qu'ils ont accès et il y a des mesures en place. Donc pour moi, c'est plus une véritable volonté du gouvernement, des entreprises et aussi notre famille. Et tant que tout ça, c'est pas prêt, ça va être très difficile, même avec les quotas, voire ça pourrait même aller fire back, enfin, avoir des résultats négatifs, je pense. Mais bon, ça c'est... Donc, à part des quotas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le management pourrait vraiment inclure peut-être plus de femmes au niveau exécutif ou même de profils divers sur les boards? Comment pousser les sociétés à considérer plus de femmes? Pour moi, je l'ai déjà dit, il faut changer la définition de leadership. Qu'est-ce qu'on attend de nos leaders? À quoi on pense? Pour moi, la réponse n'est pas homme, vieux, bleu ou gris costume
qui sont assis. C'est très, c'est un peu moi Ouais. ce que je dis, hein, mais je veux dire, j'ai quand même été assez souvent dans un boardroom pour voir un peu ça, quoi. Les gens avec une certaine carrière déjà derrière eux, qui posent très rarement des questions critiques. C'est juste une façon, ben, on fait le board meeting parce qu'il faut, tick the box, à peine qu'on regarde vraiment les choses. Moi, j'ai dit non, il faut qu'on change vraiment et avoir une meilleure définition de ce qui est vraiment leadership. Si je peux rajouter aussi, donc moi je Oui, pense que déjà pour avoir ces femmes sur le board et aussi avoir sur l'entreprise, c'est que, comme tu dis, donc ça ne veut pas dire tout ce qui est au niveau d'éducation, mais aussi l'expérience, le profil de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a ramené? Donc il faut voir un petit peu tout ça déjà, pour que ça aussi, je pense que ça pourrait aider à mieux nous représenter, si tu veux, sur les boards. Parce que des fois, comme tu dis, comme Nathalie te dit, ben, ce sont les grands avec les carrières bien des PhD, deux fois de MBA, 2 fois de doctorat, ben, ce sont ces gens-là qui sont dessus. Tu vois, donc, je pense que, mais après, il faut aussi avoir, si on va, comme je dis, on va pas, donc c'est un sujet qui est vraiment tabou à parler, mais il faut avoir le soutien du gouvernement aussi d'un côté. Donc, il faut, comme je te dis, il faut avoir, nous, les femmes, euh, pour parler, pour pouvoir donner notre voix à parler et discuter. Donc, comme je dis, pour moi, en gros, il faut juste voir déjà le profil de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait en termes d'expérience? Qu'est-ce qu'elle a fait sur le terrain? Il faut prouver. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, si tu vois, tu prouves que la personne, elle a fait ça, donc, veut dire qu'elle a là la qualité. Elle a le potentiel de parler. Elle peut dire quelque chose. Si je regarde là aujourd'hui, ben, si moi-même, si je regarde Vanessa, je regarde Nathalie, ben, j'aurais bien dit, aïe, j'ai peur de celui-là, je ne vais pas être dessus sur le board aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais en parler? Bien pouvoir en parler devant eux, tu vois. Donc, pour moi, mais c'est quelque chose, quand je regarde, pour moi, ça ne me fait pas peur. Donc, je pense que les autres aussi doivent penser dans cette même lignée. Donc, the mindset should change somewhere. okay. Il y a une personne qui propose faudrait peut-être pousser un ombudsman de gender equality avec des pouvoirs à forcer la main des organisations à donner plus de pouvoir aux femmes avec des plans sur le moyen et le long terme et des reportings réguliers sur les actions prises. Qu'en pensez-vous? Il y a déjà quelque part, ça a déjà commencé, par exemple, les listed companies avec le nouveau code de corporate governance. Il y a déjà certaines règles et aussi des reporting à faire. Mais je pense, encore une fois, je pense, même si on met en place une personne qui a cette pouvoir, aujourd'hui, il n'y a pas de raison pourquoi déjà le gouvernement a ce pouvoir. Ils sont le gouvernement. Mais encore une fois, il faut vraiment avoir cette volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, il manque cette véritable volonté. Si aujourd'hui, certaines changent, certaines choses, certaines sociétés changent, il y en a très peu qui changent parce qu'ils croient vraiment qu'il faut le faire. La plupart, ils le font parce que c'est imposé. Voilà. Mais it's more window dressing qu'autre chose. Moi, je préfère que les gens changent parce que vraiment, ils ont cette volonté, ils voient effectivement que c'est la meilleure chose à faire. Donc maintenant, il faut que nous, on arrive tous ensemble, hommes et femmes, de convaincre qu'il faut bouger dans cette direction. Okay. Une autre question, comment la COVID a-t-elle affecté nos femmes entrepreneurs? Donc, je suppose que c'est Samira qui va répondre. Ben, au fait, ça, bien sûr, le COVID, ça nous a affecté tous les entrepreneurs, mais quand on dit une des qualités des entrepreneurs, c'est l'innovation. Donc, on doit être vraiment innové. Donc, c'est une de nos qualités. C'est là que tu ramènes en jeu ta qualité d'entrepreneur. Donc, retravailler, redesign ton système de business et tout. Et bien sûr, c'est là qu'il faut voir comment travailler en collaboration. Donc, effectivement, le COVID, ça a touché beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a quand même entrepreneurs, certaines d'entre elles, je vais parler surtout des femmes, parce que ce que j'ai rencontré depuis l'année dernière, les femmes, ben, ces femmes-là, ben, elles tiennent toujours la route.
Donc, ce qu'on a essayé de faire, comme je suis aussi dans une association femmes chefs d'entreprise, ben, on essaye d'aider ces femmes-là. Donc, on essaye d'aider, on essaye de faire des networking, on essaye de ben, écoute, si toi tu fais quelque chose, ben, pourquoi pas tu rajoutes ce que moi je fais une valeur ajoutée, ben voilà, tu vends le produit comme c'est, tu vends le service comme c'est, ben, les deux sont gagnants-gagnants. Tu vois, donc pour moi, c'est le Covid, lui, c'est vrai, ça a affecté, mais en d'autres sens, mais il faut savoir réveiller la qualité de l'entrepreneur parce que c'est la base, c'est ce que tu apprends. C'est ce que moi, j'avais appris avant de commencer mon business. J'avais pris un papier, écrit toutes les qualités, tout ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je vais essayer, mais je peux faire. Tu vois, donc, c'est là, il faut refaire vivre la qualité en toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu peux faire, innover. Donc, j'espère que ça répond à la question. Si d'autres, Vanessa peut répondre aussi. Oui, moi, je ne suis pas du tout entrepreneur, mais je me suis beaucoup intéressée au sujet aussi. Donc, je me permets, Samira, peut-être, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais un des gros sujets pour les femmes entrepreneurs, c'est aussi le réseau, le network. Oui, Et networking. le problème, c'est que tout, en général, tourne autour des hommes. Les networking, en général, sont souvent modelés pour les hommes. C'est quand même assez rare. C'est pour ça il faut saluer toutes les associations possibles, les gens qui essayent de faire du networking pour les femmes. Ça marche comme ça. Le business, pour Oui, avancer, oui. pour être entrepreneur, il faut un network, sinon on n'avance pas. Donc, elles n'ont pas forcément accès. Il y a deux choses pour moi, c'est le network et c'est l'accès aux finances, qui n'est pas forcément évident. Donc, et pour autant, si on regarde encore une fois les stats, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup moins risqué de prêter à une femme entrepreneur qu'à un homme entrepreneur parce qu'on est à peu près sûr qu'il ne va pas planter le business. Elle ne va pas planter le business. Les statistiques c'est quand même plus sûr hein, d'un point de vue purement risque. Mais je crois que c'est ça, le network est extrêmement important. Donc, moi, je crois qu'il faut pas hésiter à développer des networks, à participer, à discuter avec d'autres femmes. Et ça, c'est pour tout chef d'entreprise a besoin d'un network. Donc, je pense Exactement. que les femmes ont C'est moins ça, c'est ce souvent qu'on accès avait à ça. dit. Ouais. Le networking, c'est important. Donc, si tu prends, comme je t'ai dit, Véronique, pour moi, ce qui m'a aidé à grandir, c'était vraiment le networking, rencontrer des gens. C'est ce que là que tu apprends et c'est ça que tu ramènes dans ton entreprise, tu le moules, tu le fais, ben, ça sort, voilà ce que toi tu veux. Tu vois, donc, c'est ça, c'est important. Ouais. La dernière question est, que pensez-vous du rôle de la presse dans le fait de donner la parole aux femmes? C'est important, je pense, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, pour moi, ça a changé une fois que j'ai vu une femme PDG que à l'époque, je n'avais pas encore vu beaucoup. Et je pense que c'est important parce que plus qu'on voit autour de nous, plus que ça devient normal et qu'on se pose même plus la question, j'espère, un jour assez proche. Donc, oui, je pense que c'est très important, mais il faut aussi que la presse joue son rôle correctement parce que j'ai déjà eu, parfois on me demande pour une interview et on me pousse dans une certaine narrative. Parce parce que tu es femme, et comme si on est une espèce spéciale qui fait. Moi, j'ai dit non, moi, je veux bien qu'on voit le professionnel que je suis. Et je suis femme, oui. Mais je veux dire, tu vois, et chacun de nous, on a notre histoire. Laisse-nous raconter notre histoire, mais vraiment librement et pas pour fit in certaines idées. Ok. Ouais, moi, je pense que ça donne la presse, la pub, tout ça, ça participe à créer aussi des préjugés. Hein. Donc, clairement, ça, c'est aussi un sujet. Quand on voit des pubs qui, pour la fête des mères, tous les ans, donnent les fours ou je ne sais pas quoi. Enfin, en fait, tout ça, c'est aussi, quelque part, un rôle un peu militant de la marque, je trouve. D'éviter de tomber dans ce genre de piège-là. Ça, c'est pour la pub. Maintenant, pour la presse, moi, je pense que c'est extrêmement important de donner de la visibilité parce que malgré tout, dans tous les secteurs, quand on regarde autour de nous, c'est souvent plus les hommes que les femmes qui sont visibles. Et je crois que la visibilité est importante.
Après, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. Ce qui est super agaçant, c'est quand tu interroges juste parce que tu es une femme, tu es aussi autre chose qu'une femme. Donc, mais je crois qu'il faut quand même un peu pousser pour donner un peu de visibilité aux femmes, et notamment aux femmes entrepreneurs, aux femmes chefs d'entreprise, qui sont malgré tout des rôles modèles, parce que c'est comme ça qu'on crée de l'aspiration et qu'on se dit, en fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, quoi. Ma vie, elle ressemble à la vie de toutes les femmes, et voilà. Samira? En fait, Vanessa et Nathalie a tout dit. Moi, je pense que la presse joue un rôle très important sur nous, pour nous les femmes. Je ne vais pas parler qu'entrepreneurs ou femmes chefs d'entreprise, mais en général, tout ce qui touche les femmes. Donc, mais ça, il faut valoriser. Donc, ça nous donne de la valeur, bien sûr, mais il faut savoir aussi quand la presse nous approche, mais aussi on a la liberté, OK, si tu poses cette question, on a la liberté de dire, est-ce qu'on peut contourner la question? Donc, on ne va pas vouloir répondre à la question, mais let's try to fit in d'après le sujet. Mais je pense, moi, en général, je ne vais pas rajouter encore plus parce que Vanessa a tout dit et Nathalie. Donc, je pense que le rôle de la presse, c'est vraiment important pour nous, les femmes, pour pouvoir parler et faire entendre notre voix. Donc, le mot de la fin, si chacune peut me dire en 2 secondes une action concrète pour faire entendre nos voix, plus. Moi, mon petit mot de fin, c'était juste merci. Okay. Bravo pour avoir organisé ce premier webinaire. Vivement qu'il y en a plus qui suivent. Je pense que ça devrait inspirer, au moins occasionner un moment pour discussion, de réflexion, d'avoir food for thought. Donc, bravo à ceux qui ont organisé, bravo à celles qui sont venues avec l'idée. Et libre à ceux qui nous écoutent de rentrer en contact avec nous. Je pense qu'on est tous sur LinkedIn ou autre, donc n'hésite pas à nous contacter si jamais il y a d'autres questions, ou, etc. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment merci. Merci à ceux qui ont écouté, et merci à ceux qui ont organisé. Et merci qui étaient là avec moi, Vanessa, Véronique et Samira. Okay. Moi, je vais dire un grand bravo, déjà. C'est pour moi, là, on est les marraines de la première session. On essaye bien sûr de voir plus de femmes sur ce webinaire, ce genre de webinaire. Et bien sûr, on sera à l'écoute. Donc, pareil, comme Nathalie, le dernier mot, c'est un grand bravo et merci pour toutes les femmes qui sont derrière ce grand webinaire. Lisa? Oui, pareil. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oser être vous-même et pas forcément être comme les hommes. Parlez, faites entendre vos voix et surtout, entourez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre et à gagner de bons réseaux, de bons networks, et c'est hyper important pour avancer dans sa carrière. Merci beaucoup de nous avoir écoutés quand même. Merci à tous. Toutes. Et moi, je vous laisse sur la note de YOLO, You Only Live Once. Donc, enjoy to the fullest ce que vous pouvez entreprendre et n'hésitez pas. Ça a été un réel plaisir de discuter avec vous, mesdames. J'espère rester en contact. Moi, je suis toujours à Joburg et merci pour la technologie. On n'est pas très loin. On peut toujours rester connecté. Super. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.